Jean-Michel Six, qui est l'une des voix les plus écoutées et redoutées des marchés financiers et économiques, doit sauter dans l'Eurostar. Il nous fait la gentillesse d'être avec nous ce matin, justement pour tracer un peu les perspectives économiques de la France, comment il les voit. Évidemment, c'est le chef économiste des Standard & Poor's pour l'Europe. Je peux vous dire que quand il parle, en général, les marchés suivent. Jean-Michel Six, c'est à vous. Merci Hedwig. Après une introduction comme celle-là, effectivement, j'ai intérêt à être à la hauteur. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là à nouveau. J'avais déjà eu l'occasion et l'honneur de parler à cette conférence il y a quelques années. Alors, je crois qu'on peut dire effectivement que ce quinquennat commence au niveau international en tout cas et au niveau conjoncturel sous des auspices favorables. 3 facteurs en particulier méritent d'être gardés à l'esprit sur le plan de l'environnement. Le premier, c'est le prix du pétrole et des matières premières, le prix du pétrole en particulier qui continue à osciller autour de entre 50 et 55 $ pour être prudent, avec une capacité de forage aux États-Unis qui a considérablement accrue du fait de la dérégulation entamée par la nouvelle présidence Trump. Il est certain qu'un cap au sens plafond sur le prix de l'énergie est tout à fait présent et ça devrait favoriser effectivement les pays consommateurs. Deuxième grand facteur qui reste favorable, c'est le niveau des taux d'intérêt. De notre point de vue, nous n'attendons pas un véritable resserrement de la politique monétaire de la BCE avant well into 2018. Nous pensons que le quantitative easing va effectivement se réduire en termes d'achat mensuel, mais qu'ils ne quitteront pas le marché, suivant un exemple qui est en fait celui un peu de la Banque centrale de Suède, qui est restée, même avec une croissance forte, qui est restée sur le marché, présente avec de faibles montants, mais qui n'a pas quitté véritablement le marché, afin d'avoir la possibilité d'y revenir plus en force, le cas échéant. Donc, de ce point de vue-là, des taux qui restent jusqu'à au moins fin 2018 à des niveaux très, très favorables. Et puis enfin, troisième élément également à noter, c'est d'abord la reprise dans les pays émergents, dans un certain nombre de grands émergents qui quittent la récession. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de la Russie en particulier, avec une Chine qui continue de performer, voire de surperformer, ce qui à moyen terme peut être un souci, mais qui à court terme en tout cas reste un élément plutôt favorable. Et puis en Europe même, à l'inverse de la configuration de 2012, des politiques fiscales qui sont pour l'essentiel des politiques fiscales neutres, donc non restrictives, et on le voit avec notre grand voisin, des croissances qui en général sont relativement soutenues. En France même, 2 éléments également plutôt favorables en ce début de quinquennat. Le premier, c'est la reprise dans le secteur du bâtiment et du logement, après plusieurs années de fortes contractions qui avaient énormément pesé sur l'emploi et l'activité. Et cette reprise est entamée, elle est là. Et puis d'autre part, effectivement, un début de redressement des marges des entreprises, sous l'effet en particulier d'un certain nombre de mesures que je n'ai pas besoin de vous rappeler. Ça, c'est le contexte international. Maintenant, cet relatif optimisme que je partage complètement ne doit pas nous faire oublier que notre économie a tout de même un certain nombre de problèmes structurels qui vont vite revenir sur le devant de la scène et qui vont constituer vraiment, à notre avis, pour ce nouveau gouvernement, un véritable défi. Premier grand défi structurel, c'est la faible croissance, tant spontanée que potentielle, de l'économie française. Nous avons, comme vous le voyez sur ce premier graphique, le PIB réel donc en niveau avec une base 100 en 2008 comparé à la zone euro et comparé aux US. On voit, et ça ce n'est pas un scoop, vous le savez, on voit que d'une part l'économie française a tendance à baisser relativement plus faiblement en cas de choc. Nous avons par exemple échappé, tout juste, mais enfin on a échappé à la 2e récession qui a eu lieu dans la zone euro après 2009, puisqu'après 2009, la zone euro, comme vous le savez, est la 2e et la seule région dans le monde à avoir connu 2 récessions de suite depuis 2008, en 2009, puis ensuite en 2012. On a tendance à l'oublier quand on regarde le décalage conjoncturel avec les États-Unis en particulier. Et ce deuxième choc en 2012 était essentiellement de nature fiscale. En ce qui concerne la France, nous avons échappé, mais à l'inverse, la croissance spontanée
reste extrêmement faible. C'est-à-dire que la capacité de rebond de l'économie française est également faible. Et on le voit en termes de croissance moyenne du PIB par habitant, on est également tout à fait en bas de l'échelle. Deuxième grande faiblesse, lorsque nous avions commencé à publier ces graphiques qui sont tirés tout simplement d'Eurostat, sur la création d'emplois dans le secteur privé, c'est-à-dire hors secteur public, vraiment le secteur privé, on voit effectivement qu'encore une fois, la création nette, c'est-à-dire nette des départs et des licenciements, cette création d'emplois reste faible. Alors effectivement, on peut regarder le verre à moitié plein et dire, ben oui, mais regardez, en 2012, il y a eu, au moment justement de cet infléchissement de la croissance, il y a eu quand même une faible destruction de l'emploi, ce qui est vrai, mais à l'inverse, le secteur privé peine à créer des emplois, à l'inverse, bien entendu, de l'Allemagne, et ça c'est vraiment le grand contre-exemple qui doit quand même nous inspirer, et puis même de l'Italie, dont on a tendance à sourire parce qu'effectivement, la croissance en Italie est extrêmement faible et c'est un pays qui pose de gros problèmes au niveau structurel, mais en matière de création d'emplois privés, comme vous pouvez le voir, eh bien, on n'a pas à faire les malins, si je puis dire. Et de même, pour ce qui est de l'Espagne, si effectivement il y a un gros choc en 2012, comme vous le voyez sur ce graphique, c'est essentiellement le secteur de la construction proprement dit, mais ensuite, encore une fois, un gros, fort rebond. Ça, c'est le deuxième grand défi structurel, c'est comment favoriser la création d'emplois dans le secteur privé. Et puis, et c'est peut-être de notre point de vue ce qu'il y a de plus inquiétant à court terme, c'est effectivement la perte de compétitivité de l'économie française au niveau international et de même la détérioration de l'offre au niveau intérieur, c'est-à-dire le partage de l'offre entre PIB, donc production nationale, et importation. De tous les pays de la zone euro, la France est aujourd'hui le seul à afficher un déficit des paiements courants, ce qui est quand même tout à fait notable. Nous avons, pour la zone euro dans son ensemble, on avait un déficit des paiements courants en 2008 de 1,2% du PIB, un déficit. Ce déficit a été ramené à un excédent de 3,4% en 2016. Pour notre part, nous restons dans un déficit qui, au contraire, s'est creusé. Et il s'est creusé en particulier, nous avons passé beaucoup de temps à mettre ce tableau à jour, ce tableau que vous voyez là et qu'on vous remettra parce qu'il est certainement difficile à lire de loin, mais qui montre que les grands postes de la balance commerciale française, on l'apprenait pratiquement à l'école primaire, on apprenait qu'on avait un excédent, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire. Ça faisait partie de ce qu'on apprenait aux enfants. Eh bien, cet excédent a disparu. Nous sommes maintenant en déficit sur le plan agroalimentaire. De la même façon, on voit très bien aujourd'hui que, en matière de matériel des transports, qui comprend à la fois l'automobile et l'aérospatiale, eh bien, sur le plan strictement de l'automobile, encore une fois, forte détérioration des performances de l'économie française. De la même façon, enfin, ce qu'on appelle dans ce tableau les autres services professionnels, ce qui comprend le tourisme et les autres services, eh bien, il y a, là encore, une forte détérioration du solde enregistré par la balance française. Alors, bien entendu, on connaît tous les circonstances tragiques qui ont pu affecter, dans une certaine mesure, le tourisme dans la capitale en particulier, mais que cela ne suffit pas à expliquer une détérioration continue au cours des dernières années de ce poste de tourisme. Donc, on a, là encore, un véritable défi qui est à la fois un défi de coût, de performance en termes de compétitivité coût, mais bien entendu également en termes de compétitivité valeur ajoutée, c'est-à-dire dans la chaîne mondiale de la valeur ajoutée, où nous positionnons-nous. C'est comme ça qu'on dit, hein, où nous positionnons-nous. Voilà. Un économiste ami de la place de Paris dit à l'envi que la France vend des produits espagnols au prix allemand, ce qui est certainement une formule un peu exagérée, mais qui pointe tout de même à un problème qui est un problème effectivement de gamme. Et toutes les études économétriques qui ont pu être faites récemment montrent qu'effectivement le problème de la compétitivité coût n'est qu'un aspect de la compétitivité globale de l'économie française. Il y a un positionnement en termes de gamme qui est peut-être même autrement plus grave
que le problème de coût qui, au demeurant, s'améliore un peu par rapport à l'Allemagne. Et puis enfin, bien entendu, inutile de vous le rappeler, c'est mon devoir en tant que représentant de Standard & Poor's, mais là encore, ce n'est pas un scoop, cette question de la dette publique. La façon dont nous regardons la dette publique, je pense, est la suivante. En fait, on peut s'interroger et dire, ben, après tout, quel est votre problème avec la dette publique? Bon, certes, elle augmente. Bon, enfin, je veux dire, dans une économie qui croît, que l'endettement croît également et accompagne cette croissance, pourquoi pas? Oui, le problème, c'est justement celui-là. C'est le problème du rendement de la dette publique. J'ai utilisé à dessein ce terme entre guillemets. Autrement dit, quand vous comparez la croissance de la dette et la croissance du PIB, vous voyez qu'effectivement, le retour sur dette, en quelque sorte, tend à s'affaiblir considérablement année après année. Donc chaque année, ce que génère l'accroissement de dette en termes de croissance supplémentaire est de moins en moins visible. Et c'est là que nous avons un véritable problème. Et ce problème, évidemment, on le voit aussi bien avec donc, le niveau de la dette, 96,3% du PIB d'après les derniers chiffres de l'INSEE, d'après les dépenses publiques, 56,4% du PIB. On est très haut dans l'OCDE en termes de classement, on est numéro 2. Et puis, évidemment, en termes de prélèvements obligatoires, 44,4% du PIB, c'est les derniers chiffres de l'INSEE. Ça encore, une fois, ça montre que tout le financement qui est derrière amène à un retour sur financement qui est de plus en plus faible et qui doit évidemment être traité. Donc vous le voyez, nous avons fondamentalement un problème de compétitivité et un problème de croissance. Il reviendra certainement à ce nouveau gouvernement d'essayer de le traiter autant que possible, ce qui prend du temps et surtout beaucoup de volonté. La croissance potentielle de la France doit être relevée, d'après les estimations, on peut discuter, mais c'est autour de 1%. La croissance potentielle, autrement dit la taille du moteur. La taille du moteur, nous pensons certainement conduire aujourd'hui, dans un peu notre orgueil national, on pense qu'on conduit une grosse Citroën, en réalité, c'est plutôt genre Clio. Hein. C'est un moteur qui a quand même beaucoup diminué pendant la crise parce qu'il a été mal entretenu. Et donc aujourd'hui, à 1,2 maximum, on est à la croissance potentielle. Après, le moteur, il a du mal. Donc il faut évidemment augmenter la taille du moteur, capacité de créer des emplois, capacité à générer plus de croissance sans endettement supplémentaire. C'est, à mon avis, les grands défis qui nous attendent. Mais, encore une fois, l'espoir est permis. Merci de votre attention. Merci. Jean-Michel Six, encore une question avant que vous sautiez dans votre train. Pardon. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a un effet Macron vu de votre point de vue, hein? Ah bah sur les marchés, en tout cas, incontestablement. Oui. Ça, je ne l'apprendrai pas à nos amis ici présents. Et pour vous, chez Standard & Poor's, est-ce que vous vous dites, tiens, on va regarder? Ah oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. On va regarder. On reste prudent. Merci beaucoup, Jean-Michel Six. On vous laisse justement repartir en Grande-Bretagne. Merci d'avoir été avec nous.